Merci à tous d'être là à ce rendez-vous, qui la semaine dernière encore, d'ailleurs, était un rendez-vous annuel, la date de la réception de fin d'année, qui rituellement nous permet de clore l'année scolaire et d'en faire le bilan avant d'évoquer les objectifs de l'année suivante. Hélas, vous le savez, les événements ont décidé autrement. Et ce jeudi 2 juillet, la ministre de la Culture a annoncé sa décision de procéder à mon remplacement sans préavis, et sans toutefois que la moindre discussion sur le bilan de mon action n'ait été menée. Pour justifier ce renvoi, on raconte depuis 3 jours d'ailleurs que j'aurais été reconduit pour 1 année seulement. J'aurais aimé l'apprendre plus tôt. Mais alors que les mandats des directeurs de toutes les écoles d'art de France vont être régularisés cette année pour une durée de 3 ans, il me semble étonnant que le ministère puisse ainsi bafouer par avance la règle qu'il prétend instaurer, à moins qu'il n'accorde à l'École nationale supérieure des beaux-arts un statut d'exception, ce que pointe d'ailleurs le président de l'Association nationale des écoles d'art, Emmanuel Tiblou, dans son entretien paru ce matin dans le quotidien de l'art. L'absence de mandat et donc de durée légale d'exercice de ses fonctions par le directeur est une exception propre à l'ENSBA. Précisons que nous avons travaillé ces dernières années à une refonte complète des statuts de notre établissement et que cette proposition qui a été envoyée au ministère il y a bientôt 1 an et demi, je crois, est pour le moment restée lettre morte. Pour justifier mon renvoi, on parle d'un nouvel élan pour les beaux-arts. Peut-être est-ce là un trait d'humour, mais d'avis général, cette décision soudaine ressemble davantage à un coup d'arrêt porté à une dynamique réelle, mais encore fragile, qui n'a pas encore eu le temps de porter pleinement ses fruits. Quelles qu'en soient d'ailleurs les raisons officielles ou officieuses, elle vient déstabiliser une nouvelle fois une institution qui commençait à peine à trouver ses nouvelles marques dans un contexte global difficile. En tout cas, l'année qui vient de s'écouler, et je voudrais en remercier toutes les équipes et tous les professeurs et tous les étudiants de cette école, a été à mes yeux celle du renouveau, succédant à une période de crise pendant laquelle les beaux-arts ont effectué une mue spectaculaire. Ce qui importe aujourd'hui, c'est de ne pas perdre les bénéfices de cette mutation, qui s'est effectuée avec courage et dans une constatation exemplaire. Cela dit, il serait difficile de ne pas voir que les préconisations listées par la ministre à l'intention de mon éventuel successeur ressemblent trait pour trait au point fort de mon mandat. J'estime que ce communiqué, d'une certaine manière, constitue un éloge et fait honneur à notre action collective. Il évoque par exemple une réforme de la gouvernance de l'école. Elle est faite. C'est désormais un professeur, cette date depuis la rentrée Jean-Luc Villemout, qui occupe les fonctions de directeur des études et oriente l'administration scolaire. Le conseil pédagogique voit désormais son périmètre étendu et le dialogue le plus constructif s'y donne libre cours. Et ce brutal coup d'arrêt nous saisit alors que nous étions en pleine discussion autour de l'organigramme fonctionnel de l'école en concertation avec ses agents. Depuis l'année dernière, nous avons mis en place un conseil de direction pour les orientations stratégiques de l'école, créé un poste de responsable du 3e cycle et de la recherche, en charge actuellement de constituer pour l'année prochaine un conseil de la recherche, ainsi qu'un chargé de mission dont la tâche consiste à mener à bien les tractations avec d'autres établissements français ou étrangers, amenant l'invention de nouvelles formations post-master. Mais prenons le temps quand même de rappeler une évidence. Une école d'art ne s'évalue pas en termes purement quantifiables. Une grande école d'art, on la reconnaît d'une part à sa créativité en tant qu'institution, et d'autre part aux créateurs qu'elle forme et qu'elle soutient. De cet état d'esprit général, le directeur n'est que le garant et le chef d'orchestre. Pour ma part, je suis extrêmement fier que l'année dernière, l'automne dernier, les prix Marcel Duchamp, le prix Ricard et le prix Fries Art Fair aient été accordés tous 3 à des diplômés des Beaux-Arts de Paris. Je suis fier de constater que les jeunes artistes qui sortent de cette école irriguent aujourd'hui puissamment et plus que jamais la scène artistique française et internationale, qu'ils fondent des ateliers collectifs, montent des expositions, inventent des situations, figurent dans toutes les grandes manifestations artistiques. La liste sera interminable, mais vous pouvez vérifier mes dires en jetant juste un coup d'œil sur la newsletter hebdomadaire de l'école. Cela dit, peut-être que, vu d'en haut, ce dynamisme et cette créativité ne représentent pas grand-chose. Peut-être attend-on, sans oser le dire tout haut encore, que les écoles d'art intègrent le monde rassurant des chiffres et des statistiques et des livres des enseignements standards. Une telle normalisation serait catastrophique pour la scène artistique française. Ce qui a gouverné mon action, c'est la volonté d'ouvrir cette école, à la fois vers le monde universitaire et le monde de l'art, avec un esprit plus collégial, moins bureaucratique, et surtout
surtout davantage tournée vers les étudiants qui en sont la raison d'être. Ma plus grande fierté, finalement, c'est d'avoir instauré dans ces murs un climat créatif plus libre et plus propice à l'innovation, d'avoir ouvert les ateliers jusqu'à 22 heures, assoupli le règlement intérieur, favorisé l'expérimentation et le dialogue à tous les niveaux de l'institution. Un poste récemment créé l'année dernière, celui de responsable de la vie étudiante, concrétise cette politique. L'ironie du sort est que ce climat favorable trouvera sans doute sa pleine visibilité lors de l'ouverture du café en octobre prochain, premier lieu convivial dans cette école depuis les années 90. Café qui sera aussi d'ailleurs un lieu de projet, mais également avec la réfection des galeries d'exposition des étudiants d'ici à la fin de l'année. Le communiqué de la ministre suggère également d'imaginer des dispositifs permettant une plus grande diversité sociale, je cite, en amont de l'admission et en aval de la sortie de l'école. D'une part, notre établissement assume largement sa part de la question de la diversité sociale et culturelle. D'autre part, chacun sait que les écoles d'art françaises sont exemplaires sur cette question. Mais il serait illusoire, naïf ou purement rhétorique de penser qu'elle puisse être résolue au niveau d'un établissement quel qu'il soit. Elle relève d'une politique nationale, volontariste, et on ne peut que se réjouir que le ministère en fasse sa priorité. Toutefois, cette année, la suppression de la limite d'âge, historique, a entraîné un afflux de candidatures. Puisqu'on veut des chiffres, en voilà 1400 candidats cette année, un record, parmi lesquels on notait une forte proportion d'étudiants étrangers, bien plus importante qu'à l'habitude, témoignant de l'attractivité retrouvée des Beaux-Arts de Paris et preuve que les discours déclinistes ne sont pas de mise, ici encore moins qu'ailleurs. Pendant l'année 2015 encore, nous avons inscrit dans les statuts de l'école sa mission envers les diplômés, avec lesquels les liens s'étendent désormais 5 ans après leur diplôme, précisément parce qu'il fallait graver dans le marbre le fait qu'une école d'art a un devoir de soutien envers les artistes qu'elle forme. Je suis donc particulièrement fier d'avoir créé en peu de temps un dispositif de soutien aux diplômés devenu en 4 ans l'un des plus complets d'Europe. Je pourrais évoquer la création de la Biennale du dessin à la Cité des Arts, qui l'année prochaine bénéficiera d'un mécénat important, la création de la résidence au Pavillon des Indes de Courbevoie, la convention passée avec l'Institut culturel Bernard Magré à Bordeaux, 4 bourses d'itinérance financées par l'ambassade des États-Unis et de multiples projets ponctuels dont la liste serait là aussi interminable. On peut citer également le projet Choices, qui est une exposition en lien avec l'ensemble des galeries d'art parisiennes, réalisée à l'école par un séminaire curatorial réunissant une vingtaine d'étudiants, et qui cette année s'est déroulé sous la direction d'Alfred Pacman. La formation artiste intervenant en milieu scolaire, qui permet à 5 diplômés de résider dans des établissements scolaires de Saint-Ouen, un projet initié par l'École des Beaux-Arts et qui sera étendu en 2016 aux 4 autres écoles d'art parisiennes. Je pourrais citer également la création du prix de dessin de l'association des Amis de Jean Bonnat, le prix ICAR qui depuis 1913 est entièrement consacré aux diplômés de l'école, 2 nouveaux prix de la Fondation de France encore en 2015, dont l'un est consacré d'ailleurs au projet collectif qui a fait émerger une multitude de projets extraordinaires. Bref, une batterie d'une dizaine de prix et d'aides aux projets qui permettent chaque année à une vingtaine de diplômés d'obtenir un soutien conséquent. Sans doute pourrait-on faire encore davantage. Mais pour le moment, qui dit mieux? Parmi les conventions d'ailleurs passées avec d'autres institutions, les plus récentes, je citerai celle que nous avons passée avec le Fresnoy, la convention avec nos voisins de la Monnaie de Paris, qui a permis l'automne dernier à Paul McCarthy de donner une conférence dans l'amphithéâtre d'honneur, et Monnaie de Paris qui recrute maintenant ses médiateurs parmi nos étudiants. Je suis fier également de l'action accomplie avec l'association des Amis des Beaux-Arts, dont j'ai recentré l'action sur le soutien à nos diplômés précisément, association dont les rangs ne cessent de grossir chaque année. Et plus particulièrement dans ce domaine de la création en 2014 des bourses d'aide à la production qui permettront cette année encore à 3 jeunes artistes issus des Beaux-Arts de Paris de réaliser leurs premières expositions avec davantage d'ambition. L'esprit qui a présidé à toutes ces réalisations, dont la liste est bien plus longue, est simple à définir. Pour moi, une école d'art doit être le premier agent des jeunes artistes qui en sont issus. Ils et elles savent désormais qu'ils peuvent compter sur nous, se tourner vers nous en cas de besoin, mais cet état d'esprit volontariste ne peut pas se traduire en simple statistique. Ce plan n'est pas achevé et bien d'autres projets sont en cours ou devaient se voir proposer l'année prochaine. Je pense aux ateliers publics notamment,
qui sont depuis l'automne dernier le nouveau nom des anciens cours pour adultes de l'école. Afin de mieux remplir leur rôle citoyen et de les orienter davantage vers le grand public, ce service vient d'être attaché au département du développement, ce qui laissait augurer pour l'année prochaine des perspectives bien plus ambitieuses. Il y a une autre expérience inaugurale qui se déroule en ce moment même, puisqu'elle se termine le 10 juillet, c'est la création d'une université d'été, la première pour l'école, qui se déroule donc en ce moment même, avec des interventions notamment de gens comme Simon Critchley ou Mark Dion. Mais l'année 2015-2016 devait également être celle de la mise en place de 2 projets d'envergure. Tout d'abord, une proposition qui devait être faite au ministère dès la rentrée, celle de la création d'une classe préparatoire au sein de la Tour Utrillo de Montfermeil, qui aurait été basée sur un principe très simple, des ateliers pour nos diplômés, en échange d'heures d'enseignement, dans une classe préparatoire qui serait innovante et ouverte à tous. Autre projet en cours, partir desquels il y a une discussion d'ores et déjà engagée depuis 2-3 mois, pour la création de 2 fonds de soutien à nos diplômés. L'un basé sur le réseau des anciens de l'INSEAD, l'autre monté avec l'appui de notre président de conseil d'administration. Fonds de soutien qui, tous deux, sélectionneraient chaque année une dizaine d'étudiants et s'engageraient à les suivre sur une durée de 5 ans minimum, leur garantissant ainsi la possibilité de vivre de leur travail et de développer leur univers artistique sans souci matériel. Madame la ministre souhaite également maintenir et amplifier le rayonnement international de notre école. Rappelons que quand je suis arrivé à la tête des Beaux-Arts de Paris, son site internet n'était pas traduit en anglais. Durant 4 années scolaires, j'ai essayé de mettre ma réputation et mes réseaux au service de cet établissement. J'en ai été l'ambassadeur inlassable partout dans le monde et j'aime à croire que cet activisme n'a pas été vain. Jamais, en tout cas depuis les années 90, il n'y a eu autant d'étudiants étrangers à l'école, que ce soit en année d'échange ou en termes d'admission. Nous avons développé notre réseau d'écoles partenaires, qui comporte aujourd'hui 89 écoles sur tous les continents. Et par ailleurs, au-delà des séjours à l'étranger des étudiants de 4e année, la rentrée prochaine, plusieurs ateliers encore partiront, comme chaque année, vers une dizaine de destinations différentes. Et même au Nunavut, d'ailleurs, puisque à la suite de la visite ici même de la ministre de la Culture du Québec en février dernier. Nous avons lancé cette année une formation commune avec l'université Geidai de Tokyo. Je me suis rendu en juin à Pékin pour la création d'un post-diplôme commun international en collaboration avec l'Académie centrale des Beaux-Arts de Pékin. L'année prochaine, autour de l'atelier Michel François, une autre formation commune s'instaure avec l'école bruxelloise de la Cambre. En interne, saluons également la création d'un poste de curateur en résidence financé par la Fondation Gulbenkian, qui nous a permis cette année d'accueillir Sarina Basta, une jeune curatrice américaine, qui a pu faire profiter les étudiants de son expérience. Mais la dimension internationale d'une école, elle commence déjà avec ses professeurs. Depuis mon arrivée, les recrutements ont été dans ce sens. Sont arrivés comme chef d'atelier Pascal Martin Taillou, Anne-Véronica Janssens et à la rentrée prochaine Dominique Gonzalez-Forster, qui sont des recrutements prestigieux. Par ailleurs, c'est le peintre allemand Tim Eitel qui remplace l'année prochaine Philippe Cognier, qui souhaite prendre une année sabbatique. C'est Ottobon Kanga qui a cette année animé l'atelier de Jean-Luc Villemout, qui occupe la fonction désormais donc de directeur des études. Et je suis par ailleurs très fier d'avoir pu, en termes de, si on parle de diversité culturelle, d'avoir pu accueillir aux Beaux-Arts les premiers professeurs d'origine africaine de son histoire. Mais je parle ici de personnes, d'œuvres, de contributions vivantes à la diversité culturelle. Celle-ci non plus n'est pas une affaire de chiffres. Diriger les Beaux-Arts de Paris, ce n'est pas appliquer un plan élaboré sur un coin de table, comme on nous le suggère aujourd'hui. Diriger les Beaux-Arts de Paris, c'est tisser chaque jour une dentelle de direction qui toutes doivent émaner d'un même état d'esprit et manifester la cohérence d'une vision. Sur un plan plus institutionnel, cette vision est résolument internationale et elle traduit forcément une conviction géopolitique. Ainsi, depuis 3 mois, nous venons d'entamer une discussion avec le Fonds souverain marocain pour la construction d'un grand projet, celui d'une antenne de l'école qui ouvrirait à Rabat et nous permettrait de créer un pont extraordinaire avec le continent africain et de nous positionner ainsi pour le futur d'un monde polycentré. Soyez donc rassurés à ce sujet, Madame la Ministre, le modèle des Beaux-Arts de Paris, enfin réactualisé, rayonne de nouveau dans le monde entier. Un autre point vous préoccupe, les collaborations de l'ENSBA avec les autres écoles d'art françaises.
Pour le dire vite, j'ai intégré dès mon arrivée l'école dans le réseau de l'ANDEA, l'Association nationale des écoles d'art, dont elle avait jusqu'alors refusé de faire partie, et participé à la création de l'association Art et Recherche, qui regroupe les 5 écoles d'art parisiennes qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture, donc l'ENSAD, les 2 conservatoires et la FEMIS. Mais surtout, nous avons élaboré ensemble une charte de coopération qui fait la part belle au contenu, plutôt qu'aux mutualisations administratives. Nous avons ainsi multiplié les projets bilatéraux. Encore le mois dernier, un séminaire de la FEMIS se tenait ici même avec Maria de Medeiros et Judith Cahen. Nous avons organisé des conférences avec le Conservatoire d'art dramatique. Nous avons un cours commun avec l'ENSAD. Et nous avons décidé d'inventer à notre rythme et selon nos convictions, c'est-à-dire au rythme des projets et non pas des survols administratifs. Là encore, l'élan est là, la dynamique est en place. Ne manquera sans doute que la sérénité nécessaire pour poursuivre le travail en cours. N'oublions d'ailleurs pas notre voisine immédiate, dont il n'a pas été question, l'école nationale, l'école d'architecture de Paris-Malaquais, avec laquelle un spectaculaire travail de rapprochement a été initié et qui doit culminer en 2018 avec l'organisation d'une exposition autour de l'art et l'architecture et la création d'un post-diplôme commun sur lequel nos équipes commençaient à travailler. N'oublions pas non plus les multiples liens tissés avec l'université, dont le dernier exemple concret a été le travail mené avec le master curatorial de Paris 4, qui travaille désormais avec nos étudiants diplômés chaque année pour une exposition parallèle à celle des Félicités. Et pour finir, notre navire amiral, le doctorat Sacre, à la création duquel j'ai présidé en 2012, accueille aujourd'hui une quinzaine d'étudiants artistes au sein de la commune PSL à laquelle participe désormais l'école des Beaux-Arts. En termes de politique patrimoniale, le 5e point évoqué par le communiqué ministériel. Mon successeur n'aurait là encore qu'à suivre un sillon déjà bien tracé. En effet, nous sommes engagés depuis cette année dans un processus de labellisation Musée de France qui devrait être entériné en 2016 avec la présentation d'un projet scientifique et culturel pour nos collections. Enfin inaliénable, après 2 siècles de flou artistique. Le grand effort du service des collections et du département du développement scientifique et culturel ces 2 dernières années a été d'intégrer les collections dans les enseignements, que ce soit par leur exposition systématique au Palais des Beaux-Arts, par le dynamisme du cabinet de dessin Jean Bonnat, et avec le projet qui s'annonçait d'ouvrir une salle d'exposition permanente pour les collections au sein du Palais des Études. Je citerai également l'exposition qui vient de se terminer au Drawing Center de New York, qui présentait une sélection des dessins issus de la collection de l'école. Mais plus encore, le patrimoine, c'est aussi le patrimoine du futur. Et depuis l'année dernière, nous avons renoué avec le principe de la collection en montant une collection 21e siècle sur qui accueille les œuvres de nos récents diplômés. Pour les premières acquisitions en 2014, c'était Neil Beloufa, Farah Atassi, David Douard, Émilie Pitoisé et beaucoup d'autres. Une dizaine d'autres artistes d'ailleurs venant d'être sélectionnés par notre commission d'acquisition. Une fois encore, ce que le communiqué de la ministre ne prend pas en compte, mais qui constitue un indicateur capital à mes yeux, c'est la créativité étudiante. On ne la commande pas, mais on la suscite. On l'encourage. On décide de la mettre au centre, ou on la néglige. Depuis 2013, chaque atelier a la possibilité de créer son website spécifique, co-géré par les professeurs et les étudiants. Nous avons également lancé la collection Atelier, avec les éditions, qui rendent compte d'un projet d'atelier à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école. Nous avons initié l'expérience du laboratoire graphique avec un workshop animé l'année dernière par les graphistes MM. Et la nouvelle charte graphique de l'école a été par la suite repensée par des étudiants. L'idée directrice est très simple, c'est que ceux-ci doivent s'emparer progressivement de tous les outils de communication ou de signalisation des Beaux-Arts de Paris. L'image d'une école doit émaner de ses professeurs et de ses étudiants. Citons encore, lors des derniers ateliers ouverts, l'expérience de la web radio qui a été menée avec un grand succès et qui a fait émerger la richesse de la création sonore dans cette école. Chantier passé, chantier présent, chantier à venir, là encore, ce serait une énumération à l'après-vert. Je citerai juste la rénovation complète du Palais des Beaux-Arts qui a été effectuée il y a 2 ans, qui s'appelait autrefois les salles du Quai Malaquais. Je citerai les travaux en cours, ceux de l'accessibilité handicapée,
qui permettra par ailleurs indirectement la rénovation totale de l'amphi des loges, la réfection du toit du bâtiment à côté, vous avez vu les échafaudages, celle de l'amphithéâtre d'honneur qui se déroulera l'année prochaine et qui remettra ce lieu au centre des enseignements de l'école. Je pense aussi pour les chantiers futurs à la création du café qui ouvrira en octobre, du nouvel espace que nous venons d'acquérir à Saint-Ouen qui permettra finalement à ce second site de l'école d'avoir pignon sur rue et de monter des expositions et d'avoir une vraie visibilité au sein de la cité. Et puis encore plus petit cette fois, l'inauguration de la salle multimédia qui aura lieu à l'automne certainement. Je passerai rapidement sur le mécénat, mais en même temps, pour une fois que je peux donner des chiffres, en fait, je ne les ai pas appris par cœur, entre 2008 et 2011, dans cette maison, donc sur une durée de 4 ans pour le coup, la totalité donc, des mécénats et locations de l'école rapportait 3 771 000 euros, et dont à peu près davantage de locations que de mécénats. De 2012 à 2014, donc sur 3 ans, le total des mécénats et locations s'est élevé à 5 151 000 euros. Et le mécénat est aujourd'hui plus important que ne l'était la totalité sur, en fait, des ressources propres de l'école quand je suis arrivé. Il s'élève à 3 226 000 euros. Ça fait donc en tout, excusez-moi, c'est pas ma spécialité, sur 6 636 000 euros. Voilà, on veut des chiffres, et bien voilà. J'espère qu'ils auront au moins ceci parlé. On en parle moins d'ailleurs, mais le mécénat, c'est aussi le financement de projets d'ateliers. Je pense à l'atelier Pato Feigenbaum qui a pu se rendre en Grèce, en fait, et réaliser un projet magnifique là-bas avec l'aide de la Fondation Niarchos. Je pense à Neuflis, qui est le musée de la chasse et de la nature, qui ont permis à l'atelier Poitvin de réaliser un projet extraordinaire à Belleval. Je pense à la Fondation Carmignac, qui a permis en ce moment même la participation d'étudiants à la triennale d'Echigo-Tsumari à Tokyo. Il nous manquera du temps pour parachever le travail, donc sans doute, et finir de fonder sur des bases saines les ressources propres des Beaux-Arts. Le 2 juillet, lors du conseil d'administration annulé in extremis par le ministère, nous devions ainsi présenter le projet d'une fondation universitaire adossée à l'école qui lui permettrait d'accéder au financement par capitalisation, et nous verrons si ce projet sera poursuivi ou pas. Mais je ne cite ici, je le répète, que des exemples attrapés au vol, parce que si on devait faire la liste exhaustive des réalisations et des réformes depuis 2012, j'ai peur de vous tenir sur en fait très longtemps, mais je suis très heureux d'avoir le soutien des canards en tout cas. Même le monde animal se joint à nous aujourd'hui, j'en suis absolument ravi. Merci. Voilà. Ce que j'ai cherché à faire, en résumé, c'est réconcilier l'école avec son milieu et son époque, et mettre fin au splendide isolement dont on a trop longtemps tiré une fierté hors d'âge, en essayant d'adapter son modèle pédagogique au XXIe siècle, en tirant de son ADN si particulier des points forts pour le futur. Lors des ateliers ouverts, nous avons eu 6 000 visiteurs qui ont pu apprécier ce dynamisme retrouvé. Et vous pouvez en sortir de cette petite garden party, visiter l'exposition Transmission, dont la commissaire est Sarina Basta, avec le concours de Philippe Comard, et la participation active des professeurs, des étudiants et des diplômés de l'école. Et cette exposition, elle montre d'une certaine manière ce que pourrait être un centre d'art d'école tel que je l'ai rêvé. Je ne sais pas ce que deviendra ce rêve, mais ce qui m'inquiète à ce sujet, dans l'immédiat, c'est la désinvolte rapidité avec laquelle on organise ma succession. Un concours a été ouvert le 3 juillet, qui se clôt le 21. Visiblement, il y a urgence. Alors, qui peut construire un véritable projet pour une institution aussi complexe en une quinzaine de jours? Ce serait là un authentique tour de force. Et j'essaie de ne pas voir dans cette procédure bâclée un signe de déconsidération pour notre institution. Je voudrais, pour finir, remercier avant tout les agents de l'école, ses représentants syndicaux, ses professeurs, je sais que quelques-uns ne sont pas encore en vacances, ses étudiants. Merci pour les innombrables messages de soutien qu'ils ou elles m'ont adressés. Du monde entier également, de multiples témoignages d'indignation ou de sympathie me parviennent encore,
du monde de l'art international qui manifeste sa totale incompréhension. Je remercie également l'Association nationale des écoles d'art d'avoir eu le courage et la lucidité de publier un communiqué qui resitue les vrais enjeux de mon éviction et son impact négatif sur la communauté des écoles d'art, pourtant suffisamment fragilisée ces derniers temps. À tous mes collègues, j'adresse ici un cordial salut. En tout cas, si je dois partir, chers amis, ce sera avec la fierté de savoir que l'École nationale supérieure des beaux-arts ne sera plus jamais la même, mais également avec l'amertume de ne pas avoir pu aller au bout de mon action. En tout cas, j'ai été et suis très fier d'incarner cette institution capitale pour la bonne santé de la scène artistique française et d'avoir orienté sa mutation. Au-delà de mon cas personnel, le combat doit continuer et je souhaite que cette affaire soit le début d'une large prise de conscience. Si au moins cette affaire permettait de faire comprendre aux politiques qu'on ne peut plus en 2015 traiter les institutions artistiques avec une telle désinvolture, j'aurais été très utile et j'en serais très fier. Mais ne médisons pas, parce que depuis l'époque gaulliste, le ministère a beaucoup appris et tiré les leçons de ses erreurs passées. En effet, nul doute qu'aujourd'hui, Henri Langlois ne serait pas renvoyé de la Cinémathèque pendant l'année scolaire, mais en juillet. Ça, c'est certain. Je dédie cette intervention à deux personnalités qui sont également dans la difficulté aujourd'hui, Bernard Sobel et Ivo Petitalo. Je vous remercie beaucoup.